Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Pas de répit pour vos oreilles, les recommandations de livres audio à écouter sur audible.fr continuent tout l'été. Cette semaine, je vous recommande d'écouter Les lois naturelles de l'enfant par Céline Alvarez. Alors pas besoin d'être parent pour s'y intéresser, c'est vraiment un ouvrage qui nous parle à tous et qui nous invite à nous poser des questions sur notre système scolaire et à repenser l'éducation, l'apprentissage et l'épanouissement. En plus, le livre est lu par l'auteure elle-même. Si cela vous tente, vous pouvez profiter de l'offre d'essai d'audible.fr, vous avez 1 mois gratuit et un livre audio offert. Et puis après, une fois sur Audible, soit sur le site internet ou l'application, vous pourrez découvrir plein d'autres contenus en plus des livres audio. Des documentaires et séries sonores et bien sûr des podcasts. Allez, place au nouvel épisode de Génération XX, et d'ailleurs vous verrez, on y parle aussi d'éducation avec mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Lucie Bache. Elle est la fondatrice de l'application Too Good To Go. On pourrait traduire Too Good To Go par « trop bon pour être jeté », car c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire que Lucie a lancé ce projet. Le principe de l'application est simple, elle permet aux commerçants et restaurants de mettre en vente leurs invendus à moindre prix plutôt que de les jeter. Et vous, en tant que particulier, vous vous connectez à l'app et vous pouvez choisir chez qui aller chercher votre repas et vous évitez ainsi que de la nourriture soit jetée et gaspillée. Dans cet épisode, Lucie nous raconte comment lui est venue cette idée après avoir quitté son job dans l'agroalimentaire et s'être installée en Norvège. On discute également de son retour en France et du lancement de l'application il y a 1 an. Dans cet épisode, on parle aussi d'économie collaborative, de nouvelles formes d'agriculture et d'éducation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans les bureaux de Too Good To Go. Avec plaisir. Lucie, tu as fait des études d'ingénieur et je voulais savoir si quand tu as commencé, tu avais un projet particulier en tête. Qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là ? Non, pas du tout. Moi, à l'époque, je pense que j'étais comme beaucoup de gens qui sortent du lycée. Je savais juste pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais plutôt un profil école de commerce, mais j'étais bonne en maths et en physique. Donc on m'a dit, fais ingé, ce serait plus facile de faire commerce après. Et donc moi, en commençant mes études d'ingénieur, je me suis toujours dit que je ferais une école d'ingé puis une école de commerce. Ouais. Parce qu'on disait toujours que les ingénieurs savaient faire des choses mais qui savaient pas les vendre, et qu'au contraire les écoles de commerce savaient vendre beaucoup de choses mais qui savaient rien faire derrière. Donc je me suis dit il y a rien de mieux que la double formation, et donc j'ai commencé mes études d'ingé en me disant que je pourrais ensuite enchaîner plus facilement sur une école de commerce. Et donc finalement t'as fait une école de commerce? Et finalement j'ai pas fait d'école de commerce. Pas du tout. Ouais. Donc après t'es allée bosser dans l'agroalimentaire, c'est ça? Ouais. Alors je vais un petit peu avancer dans le temps, mais donc t'as quitté ce job dans l'agroalimentaire. J'ai lu que ton entourage pro était, dans l'incompréhension de ton entourage pro. Du coup, comment t'as pris cette décision? Est-ce que qu'est-ce qui t'a fait partir en fait? En fait, comme je le disais, après l'école d'ingé, j'ai fait un double diplôme à l'étranger, en Angleterre. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière effectivement dans l'agroalimentaire, sans trop m'être posé la question, juste en me disant qu'effectivement l'alimentaire c'était quelque chose qui m'avait toujours énormément intéressé, parce que tout commence par là, clairement. Et puis j'ai eu une super offre par une grosse boîte de l'agroalimentaire, donc j'ai commencé là-bas sans trop me poser de questions. En Angleterre, du coup? En Angleterre, ouais. Et puis c'était hyper intéressant, c'était un programme sur 2 ans en fait où on bougeait d'endroit en endroit tous les 6 mois. Donc on découvrait de nouvelles personnes, on découvrait de nouvelles types d'industries, et c'était très formateur. Mais je me suis rendu compte que clairement les boîtes de l'agroalimentaire à notre époque, elles sont toujours à l'époque de la révolution industrielle en fait, alors qu'aujourd'hui il y a une vraie révolution digitale qui se met en place, qu'on est vraiment en train de créer un nouveau monde. Et clairement, ce qui me choquait dans l'industrie alimentaire d'aujourd'hui, c'est le fait que le gaspillage fait totalement partie du process de production. Donc si tu veux, tu rentres des ingrédients, tu les processes, et derrière, t'as les produits qui vont être vendus et les produits qui vont être jetés. Et en fait, ça fait tout à fait partie du process. Donc ça, t'en as pris conscience de ce gaspillage pendant cette expérience? Ouais, alors le gaspillage alimentaire, moi, c'était toujours quelque chose qui m'avait tenu beaucoup à cœur, c'est-à-dire que tous mes potes m'apportaient leur yaourt périmé à l'école ou des choses comme ça. Tu sais d'où ça vient?
Je pense que c'est un peu mon côté très rationnel en fait. Pour moi, c'est totalement irrationnel de jeter des produits qui sont encore bons à être mangés quoi. Et puis jeter des produits alors qu'il y a des gens qui ont faim tous les soirs, c'est totalement irrationnel en fait. De la même manière quand on pense qu'il y a des gens qui ont des chambres libres tous les soirs et des gens qui dorment dans la rue juste en dessous de l'immeuble. Et enfin, j'en fais partie aussi, donc c'est pas une histoire de juger, c'est une histoire de se dire comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui des problèmes si énormes de notre société. Et donc effectivement, j'ai commencé à me dire je manque d'inspiration, il faut que je nourrisse mon esprit d'autre chose que un métier que j'aurais pu faire il y a 40 ans. Et donc j'ai commencé à me nourrir sur internet en fait, à lire des tonnes d'articles, à entendre parler d'économie collaborative, à entendre parler de un discours de Steve Jobs qui m'a beaucoup marqué aux étudiants de Stanford, qui disait en gros que lui sa chance dans la vie c'était d'avoir trouvé sa passion le plus tôt possible. Et il disait aux étudiants, si vous avez trouvé votre passion, dans ce cas-là, mettez toute votre énergie et toute votre vie au service de votre passion, parce que c'est là-dedans que vous serez heureux et que vous aurez du succès. Par contre, si vous n'avez pas trouvé votre passion et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de dire je suis passionné de ça, dans ce cas-là, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie où vous n'êtes pas en mesure de dire voilà ma passion. Et moi, c'était complètement mon cas. J'avais 22 ans et j'avais aucune idée de ce qui me passionnait. Et c'est là que je me suis dit ça sert à rien de se laisser driver sur des rails qui sont pas les miennes. Et donc j'avais juste aucun plan, j'ai juste dit il faut que je parte maintenant, et j'ai un peu pris mes jambes à mon cou en me disant plus je reste, moins tu pars en fait, parce que tu t'installes dans une situation très confortable qui est celle d'un CDI dans une grosse boîte où tu as une carrière toute tracée comme me le disaient les gens avec qui je travaillais là-bas. Et mais tu te rends compte à 40 ans que t'as passé 20 ans de ta vie à faire des choses qui te plaisaient pas en fait. Donc, cette réflexion, tu l'as eu. Alors, donc tu parles du discours. T'as des gens autour de toi qui avaient fait ce pas-là aussi? Non, j'avais pas vraiment d'amis qui. Mes potes à la sortie centrale se sont plutôt justement imbriqués dans des jobs super confortables, super intéressants aussi. Mais j'avais pas trop d'inspiration auprès de mes amis. C'est plus vraiment. Autour des lectures que j'ai faites, il y a énormément maintenant de bouquins sur l'entrepreneuriat et vraiment sur l'économie collaborative. Très rapidement dans mes lectures, je suis tombée sur WeShare, qui est un réseau d'économie collaborative fantastique qui touche à tous les sujets, que ça soit la nourriture et l'alimentation, mais aussi l'énergie, le transport, les villes, les monnaies. Et en fait, là-dedans, ça a été vraiment pour moi la révélation, parce que je me suis dit waouh, on est en train de tout reconstruire. Et il se passe énormément de choses et j'ai juste vraiment envie de faire partie de ça plutôt que de l'ancien monde en fait. Ouais, en fait, tu te sentais pas seule dans ta démarche au final. Même si c'était pas dans ton réseau proche, tu voyais qu'il y a d'autres gens qui se bougeaient. Ouais, tout à fait. Je voyais qu'il y avait énormément de gens qui remettaient tout en question, qui remettaient les choses sur le tapis, qui challengeaient l'existant, et moi c'est vraiment ça qui me plaisait. Et donc du coup, tu quittes ton job et tu es partie en Norvège, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu connaissais le pays ou pourquoi? Mon copain est norvégien en fait. D'accord. Très simplement. Ouais. Donc je savais pas trop où aller en fait en partant d'Angleterre. Je savais juste que j'en avais marre de manger n'importe quoi. et donc je suis partie m'installer en Scandinavie. Je connaissais pas du tout cette région de l'Europe. Et j'ai découvert un pays magnifique, une culture totalement différente, un pays très jeune aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, la Norvège c'était le pays le plus pauvre d'Europe. Aujourd'hui c'est un des plus riches du monde. Donc ils ont en fait construit toute leur société il y a 40 ans, ce qui fait qu'ils l'ont construit d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Et puis comme c'est quand même un peuple qui a galéré pendant de nombreuses années, ils ont pas besoin de trop de choses en fait, et ils sont hyper respectueux et de l'environnement et ravis d'utiliser les technologies mobiles et digitales pour absolument tout en fait. Et donc du coup, tu t'es sentie hyper à l'aise là-bas? Je me suis sentie hyper à l'aise là-bas, ouais. T'es restée combien de temps? Je suis restée, alors pendant 2 ans quand j'étais en Angleterre, je faisais des allers-retours tous les week-ends. Et après, je me suis installée là-bas pendant à peu près 6 mois. L'idée, c'était de rester long terme, hein. Quand j'y suis allée, on s'est installé avec mon copain et l'idée, c'était vraiment de rester là-bas pour le long terme. Et puis, très vite, l'aventure de Too Good To Go a commencé. En fait, moi, encore en étant dans l'industrie alimentaire, j'avais du coup cette appli qui me trottait dans la tête. J'avais repris mes anciens cours de code d'école d'ingé et j'avais commencé à coder de mon côté.
je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément là où j'apporterais une énorme valeur ajoutée. Mais du coup, effectivement, j'avais dessiné tous les écrans et à quoi ça devrait ressembler. Enfin, j'avais déjà mis le process en place, en fait. Et quand je suis arrivée en Norvège, je me suis dit, il faut que je trouve un développeur. Et donc, j'ai commencé à parler à tout le monde de ce projet. On dit toujours que, pour moi, une idée, faut pas la protéger. Une idée, faut la partager. Parce que c'est comme ça que tu passes de l'idée à l'implémentation, en fait. Si tu la gardes pour toi dans ta tête, que tu la discutes pas, que tu la remets pas en question, elle grandit pas, en fait. Mais donc, quand tu me dis, j'en parlais à tout le monde, c'est-à-dire que t'avais accès à qui, en Norvège? Justement, c'est vraiment WeShare, qui m'a permis d'avoir, au moment où je suis arrivée, de me greffer sur une communauté. D'accord, parce que le réseau est présent partout. Le réseau est présent partout. Alors, c'est un réseau français à l'origine, qui a fait des petits, mais c'est vraiment des tout petits. C'est-à-dire que la communauté WeShare à Oslo, c'était 2 personnes qui leadaient vraiment l'aventure et des bénévoles qui venaient par-ci par-là. Enfin, tout le monde est bénévole, mais des gens qui venaient plutôt de manière ponctuelle. Et moi, en fait, j'ai rejoint ces 2 personnes en leur disant dites-moi juste ce que je peux faire pour vous aider. Et moi, mon seul but et intérêt, c'était d'être au plus près d'une communauté qui m'intéressait, en fait. D'accord. Et donc, eux, leur but, c'était de faire émerger des projets d'économie collaborative. Ouais, tout à fait. Ouais. L'idée de WeShare, c'est de permettre à tout le monde de s'impliquer dans des projets collaboratifs. D'accord. Et donc, à l'époque, je dis à l'époque, c'était en quelle année, du coup? C'était l'année dernière. Ouais. Donc, t'avais déjà l'idée de Too Good To Go, l'appli comme elle est aujourd'hui. Ouais. À quelque chose près, parce que bien sûr l'idée a évolué et elle évolue toujours aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, pour moi, dans ma tête, c'était quand même assez précis. Ce qui me fallait et qui me manquait un peu au début, c'était ce côté très simple pour les commerçants, en fait. Il fallait que l'application, du coup, qui connecte les commerçants et les utilisateurs pour que les utilisateurs passent récupérer les invendus en fin de journée, soit la plus simple possible pour les commerçants. Et que les commerçants n'aient pas une charge en plus à faire tous les jours. Et du coup, et c'est là qu'est venue en fait l'idée de panier surprise. Où on s'est dit, il faut pas que le commerçant ait à répertorier l'ensemble des produits qui lui restent, parce que d'une part, ça va varier énormément, et qu'ensuite, c'est une charge de travail pour lui. Au contraire, on va utiliser un petit panier surprise qui va faire que les utilisateurs vont pas récupérer un produit, mais au contraire un lot de produits, et qui va faire que le commerçant, typiquement le boulanger, il sait que même s'il sait jamais ce qu'il va jeter, il sait que tous les soirs il lui reste des produits en fin de journée. D'accord. Et donc il va tout simplement mettre un nombre de paniers sur l'application et ne rien avoir à faire, en fait. D'accord. Un panier avec ce qui lui reste de la journée. Un panier qui va être constitué le soir même au moment de la fermeture, 10 minutes avant qu'il jette les produits à la poubelle, en fonction des invendus du jour. Et donc en fait, l'utilisateur qui achète sur l'application paye un tout petit prix, mais ne sait pas exactement ce qu'il va récupérer le soir même. Et donc cette idée, j'imagine que tu as fait des recherches pour voir si ça existait déjà. Ouais, tout à fait. Un petit peu, et je trouvais pas grand-chose. Et puis un jour, j'étais une amie justement de WeShare qui m'a dit, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de faire exactement la même appli que toi au Danemark. Et moi, à l'époque, j'étais en Norvège et donc bien sûr, je me suis dit merde, ils vont me voler mon idée, etc. Et puis j'étais tellement justement impliquée dans ces valeurs d'économie collaborative, et une des phrases qui m'avait marquée, c'était "Collaboration is the new competition". Et de se dire qu'en fait, aujourd'hui, si on fait les choses ensemble au lieu de les faire les uns contre les autres, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et donc tout simplement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ces gens qui étaient apparemment en train de faire la même appli que moi. Effectivement, les 2 idées et les 2 applis étaient très très similaires. Eux venaient de trouver un développeur. Et du coup, on s'est dit, c'est juste parfait, faisons les choses ensemble. Et ils m'ont dit, il y a une personne de l'équipe qui arrive en Norvège cette semaine, et donc rencontrez-vous et voyez ce que vous pouvez faire ensemble. Et donc j'ai rencontré Sophie, ma collaboratrice en Norvège, avec qui on a commencé à bosser. Pour elle, c'était parfait, parce qu'elle avait juste besoin de quelqu'un qui avait du temps et de l'envie et de la motivation. Ouais. Et moi, j'avais juste besoin d'une personne qui pourrait m'aider à le faire, et d'une équipe de développeurs qui était du coup en train de se constituer. Et c'est passé combien de temps du coup entre le moment où t'es arrivé en Norvège et où t'as rencontré Sophie? C'est allé assez rapidement. Je suis arrivée tout début janvier en Norvège, et on s'est rencontrés début février. Ah ouais, donc super vite. Ouais, mi-février. Ok. Et donc eux, ils en étaient à quel stade de développement? Eux, ils avaient un site web qui était très très artisanal à l'époque, et ils venaient de trouver leur développeur pour commencer à coder une application. L'application est sortie 2 mois plus tard. Nous, en parallèle, en Norvège et en Danemark, ce qu'on faisait, c'était juste recruter des commerçants.
Et donc on allait les voir un par un pour essayer de rajouter un maximum de commerçants que d'abord on rajoutait sur le site et que très vite, 2 mois plus tard, on a pu rajouter sur l'application. D'accord. Mais du coup, tu t'es associé avec eux ou tu travaillais pour eux? Ouais, alors pour être tout à fait honnête, au début il y avait rien en fait, on n'avait même pas de structure derrière. Ouais. Donc on s'est même pas vraiment posé la question. Leur idée au début, c'était que eux fassent le Danemark, que Sophie fasse la Norvège, et c'était comme ça qu'ils voulaient démarrer. Et en fait, moi quand j'ai rejoint l'équipe, au début, j'ai juste aidé Sophie, en fait, mais elle-même n'avait même pas de structure derrière, c'était en cours de création. On a réfléchi à pas mal de choses, à peut-être s'associer à 50-50 ou des choses comme ça. Et puis, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui bougeaient en France sur le thème du gaspillage alimentaire, que ça marchait juste extrêmement bien et au Danemark et en Norvège. Et que clairement, quand on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, on a aussi envie de le ramener chez soi. Et puis, de la même manière, mes associés, du coup, poussaient complètement en disant si on peut aller en France, il faut y aller tout de suite, etc. Et donc, du coup, au bout de 2 mois plus tard, je suis rentrée en France mi-avril pour lancer l'appli. Il y a eu un petit choc en rentrant en France. Est-ce que tu as trouvé la même... Parce que comme tu disais, en Norvège, du coup, tu te sentais hyper bien dans cette société qui avait été construite de manière très différente des nôtres. Oui, il y a eu un gros choc. Hein. Déjà, moi, en ayant passé toute mon enfance à Paris, je n'avais jamais compris les gens qui disaient faut être fou pour habiter à Paris. Là, clairement, j'ai compris tout de suite. Déjà, il y a aucune nature, en fait, comparé à Oslo. Pour moi, personnellement, c'était assez difficile. Et puis ensuite, effectivement, tout est cher, tout est bruyant, tout est pollué. Donc c'était un peu j'étais un peu triste, en fait, de revenir à Paris, alors que c'était vraiment ma ville de cœur depuis le début. Mais surtout, en termes de, justement, l'implantation de Too Good To Go, ça a été compliqué. D'abord, en France, on a eu des questions qu'on nous avait jamais posées en Scandinavie. Typiquement, est-ce que vous êtes une asso? Si on n'est pas une asso en France, on est méchant. En fait. Donc on peut pas, l'entrepreneuriat social et solidaire, qui pour moi est magnifique, parce qu'en fait, c'est vraiment placer comme but non pas l'argent mais l'impact social et utiliser l'argent comme un vecteur de développement en fait. Et pour moi c'est super parce que effectivement les assos elles font un travail merveilleux mais derrière en général ça tient sur beaucoup de bénévoles et le jour où le bénévole principal s'en va aux États-Unis ou j'en sais rien, ça peut tomber très facilement. Et l'idée d'une entreprise c'est justement de faire quelque chose de plus stable, de plus pérenne dans le temps. Donc effectivement dès que j'allais démarcher des commerçants on me disait est-ce que vous êtes une asso ou une entreprise? À partir du moment où on disait on n'est pas une asso, c'était pas possible de travailler avec nous. Et puis il y a aussi il y avait les assos pour le coup qui faisaient un travail génial, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de commerçants qui nous disaient il y a une asso qui passe chez moi récupérer des produits, donc j'ai pas besoin de Too Good To Go. Et les assos, par exemple, elles en font quoi des produits? Est-ce qu'elles les redistribuent? Elles les redistribuent ou elles les amènent en foyer. D'accord. Le souci, c'est pas tellement pour les particuliers, du coup. Ah non, pas non, du tout. Non. Ouais. Mais le souci de l'asso, en fait, c'est que, comme je disais, ça marche sur du bénévolat ou même quand ça ne marche pas sur du bénévolat, mais en fait, elles ont quand même des ressources limitées. Et donc, par exemple, chez la plupart de nos commerçants, elles passaient le mardi et le vendredi, par exemple. D'accord. Mais le lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, on continuait à jeter. Donc nous, à ce moment-là, on a pu compléter, en fait, le travail des associations en mettant en place Too Good To Go les jours où les associations ne passaient pas. Et puis, de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est que la loi contre le gaspillage est passée, qui force toute grande surface de plus de 400 mètres carrés à définir des conventions de dons avec des associations. Et donc, à donner les produits. Et maintenant, ils ont interdiction de les jeter. D'accord. Ce qui est génial. Mais ce qui, du coup, naturellement, a déporté un peu le flux des associations qui passaient chez tous nos petits commerçants de quartier sur les supermarchés, puisque clairement, c'est quand même des produits qui sont mieux pour nourrir les gens dans le besoin. Et donc, du coup, beaucoup de commerçants ont perdu ces associations qui passaient les voir tous les soirs. Et donc, nous, encore une fois, on a pu compléter leur travail. Et une dernière chose qui a été vraiment différente par rapport à la Scandinavie, c'était effectivement notre familiarité avec les technologies digitales. C'est-à-dire que dès le début, on a eu des gens qui nous ont dit ah mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'enregistre ma carte sur l'application? C'est pas safe de payer en ligne. Ah, vous voulez me géolocaliser, mais vous allez me traquer. En fait, beaucoup de gens on se rencontre en France, on n'a pas encore totale confiance dans les applications mobiles, alors qu'en Scandinavie, c'est complètement, ça fait partie vraiment de leur quotidien. Typiquement en Scandinavie, ils payent même plus en cash. Le cash est devenu obsolète en fait. On paye par carte bancaire ou par application directement. Et donc ça a été un peu difficile au début. Alors je pense qu'après les mentalités changent très vite, mais c'est vrai qu'au début j'étais assez surprise de toute cette réticence que les gens avaient
de confiance dans les technologies, quoi. Tu t'es dit du coup à un moment que en fait la France c'était trop tôt pour lancer Too Good To Go, ou est-ce qu'au contraire ça te donnait encore plus envie d'y aller? Je pense que le mot d'ordre de un peu toute l'aventure Too Good To Go, c'est que je me suis jamais vraiment posé de questions, en fait. Je me suis juste dit, je le fais, de toute façon j'apprends tellement de choses, je rencontre tellement de gens géniaux, je crois tellement dans le projet que si ça marche, c'est génial. Si dans 3 mois on s'arrête, ben on s'arrêtera. Mais moi j'aurai derrière un bagage énorme en termes d'apprentissage et de connaissances. Donc je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, en fait. Juste continuer à avancer et j'attendais de voir ce qui allait arriver, quoi. Et du coup aujourd'hui t'es contente du développement, enfin par rapport à ces premières barrières que t'as rencontrées. Du coup là ça y est, maintenant il y a des commerçants qui sont sur l'app, il y a des gens qui l'utilisent. Ouais. Il y a eu je sais pas, parce que je sais que ça prend du temps, donc un déclic c'est peut-être pas le mot, mais un moment où t'as senti que ça a un peu décollé? Ouais, complètement. Enfin pour moi oui. Déjà il y a eu donc avril et mai, j'étais toute seule sur mon vélo à parcourir les rues de Paris et de Lille, parce que c'était important pour moi que ce soit pas un concept vraiment juste parisien. Et donc j'avais bien sûr des bénévoles géniaux qui m'aidaient en parallèle de leur activité, soit des étudiants, soit des gens qui le faisaient le samedi dimanche. Et donc on a démarché des commerçants pendant 2 mois avant de lancer l'appli au mois de juin. On avait peut-être une 50aine de commerçants quand on a lancé l'appli, répartis sur Paris et Lille. Aujourd'hui on a un peu plus de 1300 commerçants répartis sur 30 villes en France. Et clairement, en termes de téléchargement, c'est allé très vite aussi, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus de 370 000 téléchargements. Donc tout s'est quand même déroulé hyper vite. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je trouve ça juste incroyable. Le déclic pour moi, ça a quand même été le jour où un commerçant nous a contactés de lui-même. C'est-à-dire qu'on avait enfin un peu renversé la balance. On commençait à avoir une notoriété qui permettait à des gens d'entendre parler de nous et de nous contacter pour rejoindre l'application. Et ça, pour moi, c'était la victoire absolue. Et ça s'est passé au mois d'octobre, je pense. Donc ça a pris quand même un peu de temps. Et aujourd'hui, il y a au moins une dizaine de commerçants qui nous contactent par semaine, quoi. Donc en fait, c'est allé beaucoup plus vite. Et est-ce que tu penses aussi que les mentalités aussi évoluent par rapport à ce sujet du gaspillage alimentaire? Je sais pas si tu as un chiffre un peu qui pourrait éveiller les consciences de ceux qui s'en rendent pas compte. Sur le gaspillage alimentaire, il y en a énormément, malheureusement. Un qui est quand même assez impressionnant, c'est que aujourd'hui dans le monde, 1/3 de ce qu'on produit finit à la poubelle. Donc ça veut dire que sur toute la production, on en jette 1/3 à la poubelle, ce qui est quand même hallucinant. À côté de ça, en France, on jette à peu près 10 millions de tonnes de produits par an. Ça veut dire 20 tonnes de produits toutes les minutes qui partent à la poubelle juste en France. Donc c'est quand même assez dramatique, et surtout je pense que c'est une cause qui touche énormément de gens, mais malheureusement ces gens savent pas vraiment quoi faire, en fait. Ils disent bah oui, c'est malheureux, mais qu'est-ce que je peux faire? Et moi c'est vraiment là-dessus que j'ai poussé l'idée de Too Good To Go, c'était de se dire il faut utiliser le pouvoir horizontal et se dire que chacun puisse à son échelle agir concrètement contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Et clairement, c'est vraiment ce qui se passe avec Too Good To Go. On permet à chacun d'aller récupérer un panier qui aurait fini à la poubelle ce soir. Et du coup, si chacun récupère ses petits paniers, aujourd'hui, on a sauvé déjà plus de 150 000 repas en 1 an juste en France. Et sur les 6 pays, du coup, parce qu'aujourd'hui, on est dans 6 pays en Europe, on a dépassé le 1 million de repas sauvés en tout juste 1 an. Donc finalement, ça montre qu'on peut vraiment avoir un impact à partir du moment où chacun s'y met et agit à son échelle. Donc en termes de mentalité, oui, je pense qu'elles évoluent. Je pense qu'elles évoluent tous les jours. Moi, ce qui a été très important pour moi aussi dès le début, c'était de comprendre que plus on fait des produits de qualité, moins on a envie qu'ils finissent à la poubelle, en fait. Et d'aller donc du coup dès le début chercher des commerçants qui font des produits de grande qualité, et donc notamment des marques assez luxe, en fait, qui en général se disent ah ben non, moi je veux pas parler de mes invendus, je veux pas brader mes produits ou des choses comme ça, en leur expliquant que c'était absolument pas brader ses produits, que avoir des invendus c'était tout à fait normal à partir du moment où on faisait du frais et des produits de grande qualité qui tiennent en général une seule journée, et que donc l'idée de la solution c'était non pas de brader leurs produits, mais c'était au contraire de s'assurer que les produits
soit qu'on en prenne soin du début jusqu'à la fin, et que donc plus aucun produit ne parte à la poubelle. Et ça a bien marché aussi, ça a pris du temps. Il y a beaucoup d'enseignes de luxe qui m'ont dit on adore votre projet, mais comment on fait pour que ça fonctionne avec une enseigne comme la nôtre? Et du coup, c'est vraiment avec ce genre d'enseigne qu'on travaille aujourd'hui pour essayer de leur faire comprendre que luxe peut aller avec responsable en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque beaucoup. Toutes les enseignes de luxe sont absolument pas responsables et on essaye de leur permettre de le devenir. Du coup, tu as un énorme travail d'éducation à faire parce qu'on pourrait se dire, tu t'as monté une appli, donc c'est complètement technologique, mais en fait, non, quoi. Non, et clairement, tout le temps sur le terrain à parler. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et les technologies digitales, pour moi, c'est pas fait pour éloigner les gens, c'est fait pour les rapprocher. Et l'objectif peut-être numéro 1 ou 2 à égalité avec réduire le gaspillage alimentaire, c'est de sensibiliser le grand public, en fait, et de permettre vraiment à tout le monde de comprendre qu'il faut faire bouger les choses dans ce secteur. Et donc, que ce soit auprès des commerçants ou auprès des utilisateurs, nous, on essaie vraiment d'avoir un discours très porté vers agissez de manière responsable, faites avancer les choses et impliquez-vous vraiment au quotidien. J'ai lu aussi que tu t'intéressais à la notion d'entreprise libérée. Et du coup, je voulais savoir, en tant que dirigeante de ton entreprise, quelle culture t'avais envie d'insuffler, quelle relation t'as avec tes employés, parce que je pense que t'as découvert aussi cette partie de l'entrepreneuriat qui est de manager des gens. Ouais. Donc comment ça s'est passé? Comment ça se passe toujours d'ailleurs? Ouais, c'est clairement pas la partie la plus facile. C'est probablement une des parties les plus intéressantes, mais probablement une des plus difficiles aussi. Effectivement, toute entreprise repose sur les gens qui la composent en fait, et donc c'est essentiel de s'assurer que chacun se développe au mieux dans l'entreprise. Et en général, ce qui est pas mal, c'est que ça marche ensemble. En fait, plus les gens sont heureux, plus ils travaillent au mieux pour l'entreprise. Et mieux ils travaillent, plus ils sont heureux et on a des beaux résultats. Pour moi, ce qui a été important dès le début, c'était de responsabiliser chacun en fait, de se dire que c'est pas moi qui porte le projet et les autres qui bossent pour moi, c'est une équipe qui porte un projet ensemble en fait. Mais ça rejoint toute la notion de collaboration dont tu parlais avant. Tout à fait. Ouais. Et puis il y a aussi de pouvoir horizontal, de se dire que l'idée c'est que chacun avance ensemble et non pas que on ait une hiérarchie verticale qui aujourd'hui est un peu dépassée comme modèle. Et donc effectivement les notions d'entreprise libérée pour moi ça a été très important. Je me suis pas mal inspirée de Frédéric Laloux qui parle de Reinventing the Organization, qui est un bouquin hyper intéressant qui dit qu'en fait effectivement les organisations d'aujourd'hui sont plus vraiment adaptées aux personnes qu'on est et qu'il faut remettre tout ça en question et notamment effectivement sur la hiérarchie. Nous on a une hiérarchie totalement plate dans l'entreprise. L'idée est de se dire que chacun peut prendre des décisions en fait. Il n'y a pas besoin de l'aval du dirigeant pour prendre une décision. Chacun doit se sentir légitime et responsable de prendre des décisions. Et donc, nous en fait, on a plutôt des référents par projet qui vont connaître toutes les informations de ce projet spécifique. Et ça veut pas dire qu'ils vont tout faire sur ce projet. Ça veut dire que dès que quelqu'un veut faire quelque chose qui touche à ce sujet, ils doivent communiquer en fait. Non pas obtenir l'aval, mais tout simplement leur dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je veux que tu sois au courant. Donc c'est plus en termes de communication où il faut que les informations transitent et ça c'est essentiel. Mais l'idée c'est que on peut aller beaucoup plus vite si chacun se sent libre de prendre des décisions. Et ce qui est intéressant c'est que se sentir libre de prendre des décisions, ça va de pair avec être responsable de prendre des décisions. C'est-à-dire que moi ce que je dis toujours c'est que si quelque chose ne va pas, chacun est libre et responsable de le changer en fait. Et donc c'est pas à moi que revient la tâche de m'assurer que tout va bien dans l'entreprise. C'est à chacun de se dire si moi il y a un problème, je vais trouver une solution et je vais la mettre en place. Et donc ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite et surtout à chacun de se développer au mieux dans l'entreprise en fait. Et donc ce modèle, tu l'as vraiment connu parce que j'imagine que dans la boîte où tu as travaillé, c'était pas du tout comme ça. Tu t'es vraiment nourri de tes lectures en fait pour ouais, complètement. Mes lectures et puis mes croyances personnelles, je pense. Ouais. Aussi d'autres organisations, typiquement WeShare font beaucoup ça et ont des modèles de gouvernance assez intéressants. Make Sense aussi, qui est un réseau d'entrepreneuriat social et qui applique encore à un niveau encore au-dessus l'entreprise libérée.
notamment avec la consultation d'avis, par exemple, quand on dit que chacun peut prendre une décision, oui, mais il faut juste aller consulter chaque personne qui va être impliquée par cette décision ou les experts qui peuvent aider à prendre la bonne décision, et qu'ensuite chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. Donc si la moitié des gens leur disent non, moi je veux pas que tu fasses ça, ça n'empêche qu'ils peuvent le faire, mais derrière ils en tirent les conséquences et ils ont consulté tous les gens. Et puis ça, l'entreprise libérée, ça va même jusqu'à la détermination des salaires, où chacun doit être en mesure de déterminer son propre salaire. Tout est transparent et les gens disent moi je veux me payer tant et je le justifie par telle et telle raison. Mais et donc il va y avoir des salaires différents et donc des implications différentes, mais chacun est responsable de savoir combien l'entreprise doit le payer. Alors nous on n'y est pas encore, mais l'idée c'est vraiment de responsabiliser les gens et de leur faire confiance surtout. Qu'est-ce qui t'inspire? Enfin, on a parlé de pas mal de choses qui t'inspirent, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Ça peut être une personne, une lecture, ce qui t'inspire. Il y a tellement de choses qui m'inspirent et dans tous les domaines. Pour moi, il y a deux domaines auxquels je touche pas encore assez et qui sont essentiels pour moi. C'est notamment vraiment l'agriculture et la production de nourriture. Aujourd'hui, on est vraiment en train de repenser complètement ce modèle, de décentraliser tout ça, ce qui est essentiel à mon avis, de localiser. Et donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, notamment avec la permaculture, qui est hyper intéressante parce que ça s'applique aux cultures, le fait qu'il y a un vrai écosystème qui entre en jeu, mais en fait on peut l'appliquer également tout à fait à des sociétés, justement, à se dire comment est-ce que tout ça interagit de la bonne manière pour donner un résultat beaucoup plus productif et bon pour l'environnement. Donc ça c'est vraiment le premier sujet qui m'intéresse et que j'espère pouvoir toucher plus en profondeur dans le futur. Et puis après, un autre sujet qui me dépasse encore complètement, mais c'est l'éducation. Je pense que je suis pas assez mûre ou assez tard dans ma vie pour être vraiment pertinente sur ce sujet, mais je pense que c'est un sujet où il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on sort tous du lycée avec une espèce de case dans notre cerveau, et en fait, la manière dont on est éduqué aujourd'hui correspond pas du tout à la société qu'on est en train de construire, en fait, avec toutes ces nouvelles manières de faire. Et en fait, l'éducation, c'est un des seuls domaines qui a très peu évolué depuis 200 ans, quoi. Et donc pour moi, il y a vraiment des choses à faire. C'est hyper difficile et ça a un impact énorme sur l'ensemble de la société, donc il faut vraiment faire les choses bien. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives comme Montessori ou des écoles qui se mettent en place, qui respectent beaucoup plus l'humain, la créativité de l'enfant, et qui, moi aujourd'hui, je sais que j'ai pas encore d'enfants et heureusement, mais je serais pas du tout sereine à mettre mes enfants à l'école publique, alors que j'en sors personnellement, mais je me dis juste que on tue la créativité des gens en fait, et on les prépare encore à être des employés d'une grosse boîte en fait, alors qu'aujourd'hui il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire de sa vie, quoi. Toi, tu t'es senti, tu le disais au début de la conversation, que pareil, t'as choisi prépa parce que t'étais une bonne élève et en plus ensuite t'as choisi ingé parce que t'étais bonne en maths et du coup toi tu penses que comment t'en es sortie de ce schéma qu'on t'a imposé? C'est une bonne question. Je sais pas trop parce que franchement c'est pas facile. Moi, quitter mon boulot, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites, tout simplement parce que personne ne comprend le choix en fait, et qu'effectivement on quitte une position très confortable. Après, c'est vrai que je me disais que j'avais un bagage assez important en me disant si dans un an j'ai rien trouvé et que j'ai besoin de manger, je pourrais retrouver du boulot. Donc c'est vrai que avoir un CV et des diplômes derrière, ça aide à faire des choix un peu plus comme ça. Mais je pense que c'est vraiment notre génération aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout la seule à me poser ces questions-là. Je pense qu'on a accès à l'information et donc et on a une liberté telle que aujourd'hui on pourrait, en étant français et en ayant fait un minimum d'études, on peut se retrouver n'importe où dans le monde à faire n'importe quel boulot. Et ça donne un peu le vertige. Donc c'est assez, ça fait peur. Mais en même temps, ça nous rend notre créativité qu'on a peut-être perdue à l'école. Je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment et qu'il faut pas hésiter à y aller et à en faire partie, quoi. Oui, je pense que t'as raison quand tu dis l'accès à l'information. On m'a posé la question aussi une fois. On m'a demandé pareil, pourquoi ta génération? Alors moi, je sais pas si c'est tant une génération en termes d'âge ou plus
des gens qui vivent maintenant, parce que t'as aussi des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans qui aussi commencent des initiatives, voilà, qui ont envie de changer le monde. Et je pense vrai que c'est ça, c'est le fait de voir partout dans le monde des initiatives qui se créent et on se dit, bah pourquoi pas, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi quand on parlait de WeShare, tu voyais qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient et même si c'était pas ta communauté proche, tu t'es senti proche d'eux dans l'esprit, dans la volonté. Et... C'est ça, non, c'est tout à fait vrai. Je pense que pouvoir être mis en relation avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt rapidement et qui ont la même volonté, bah ça donne des ailes en fait. Moi clairement, peut-être que si j'avais pas, moi j'ai vraiment fouillé en fait dans des articles, dans des communautés, et c'est ça qui m'a donné le courage en fait de quitter mon job et de me dire je suis sûre que il y a encore plein d'autres choses à voir. Et peut-être que si j'avais pas vu tout ça, je me serais tout simplement contentée de mon boulot d'avant en me disant qu'en fait le boulot c'était fait pour passer 8 heures de sa journée et puis avoir du temps libre quoi. Donc c'est de la curiosité peut-être. Qui amène aussi. Quels sont tes futurs projets avec et sans Too Good To Go? Avec Too Good To Go parce que c'est plus facile. C'est tout simplement de continuer à développer l'application. On veut vraiment pouvoir continuer à développer et le réseau de commerçants et le réseau d'utilisateurs. Pour nous, c'est essentiel d'apparaître comme l'acteur principal ou comme un des acteurs importants du gaspillage alimentaire et de remettre vraiment ce sujet au centre des débats, de la conversation et que les gens se sentent impliqués et surtout capables de faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire et que n'importe quel événement qui soit organisé, on prévoit une solution anti-gaspillage à la fin, que sur toutes les cantines d'écoles, d'entreprises, que les gens n'acceptent plus de jeter en fait. Et c'est assez fou parce que quand on parle à des gens qui font de l'événementiel, pour eux c'est normal quoi. De la même manière que dans les usines de production, c'était normal d'avoir les produits vendus et les produits jetés. Pour les gens qui font de l'événementiel, c'est normal d'installer un buffet et ensuite d'en jeter la moitié. Et ça, pour moi, c'est juste plus possible. Et donc, c'est vraiment l'idée de sortir de tout ça. Donc voilà, les projets pour Too Good To Go, c'est vraiment de continuer à ce que le mouvement de héros anti-gaspi prenne de l'ampleur et se développe en France, mais bien sûr en Europe et bien sûr dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui le gaspillage alimentaire c'est une problématique qui est mondiale. Bien sûr. Donc ça c'est pour Too Good To Go. Sans Too Good To Go, je le disais, je vais pas, je consacrerai pas ma vie entière à un seul projet. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous on a besoin d'avoir différents projets auxquels on consacre notre temps. Comme je le disais, l'agriculture c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui fait du bien tout simplement. Enfin franchement quand on plante des fruits, des légumes, qu'on les voit pousser, ça nous fait ça fait un tel bien de se dire que waouh, c'est juste la nature. Et quand on est né dans une ville, parfois on se rend même pas compte que ce qu'on achète au supermarché, s'il y a de la terre dessus, on va trouver ça sale. Alors que clairement, c'est quand même plus sale d'avoir un truc en plastique. Ouais. Avoir un truc emballé dans du plastique et quand même du pétrole, quoi. Donc, je pense qu'on a vachement perdu les connexions avec la réalité. Et moi, j'ai vraiment envie de les retrouver à un moment ou un autre de ma vie et d'aller, habiter la campagne et avoir les mains dans la terre beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est important, mais c'est un projet qui est un peu plus long terme. Et après, peut-être encore plus long terme, effectivement, l'éducation. Si je peux un jour aider à faire que les enfants se développent au mieux pour bâtir une société dont on est tous hyper fiers après, ça sera avec plaisir. Je sais pas si un jour j'aurai le courage et l'intelligence nécessaires, mais on verra. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Lucie d'avoir accepté mon invitation et partagé son parcours et ses inspirations. Je vous encourage bien sûr à télécharger l'application Too Good To Go sur votre smartphone et je partagerai avec vous toutes les infos du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et sur generationxx.fr. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire sur iTunes. J'espère que vous passez un bel été. Merci de toujours écouter Génération XX et à très vite pour un prochain épisode. Salut!